Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui, nous allons attaquer la dernière partie hum, de notre programme de physique niveau terminal. Il s'agit de la partie physique nucléaire. Donc, avec le premier chapitre, qui est le chapitre sur les noyaux atomiques. Voilà. Donc, dans ce chapitre, on va parler des définitions, c'est quoi les noyaux et c'est quoi les différents constituants, les différents éléments qui constituent les noyaux. D'abord, atomique, ça vient d'atome. Voilà. Donc, on va parler non seulement du noyau, mais aussi de tout ce qui forme l'atome entier. Voilà. Et on va voir quels sont les différents phénomènes physiques liés à un atome. OK? Voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres professeurs ou d'autres écoles qui font les chapitres là dès le début de l'année. C'est-à-dire les tout premiers chapitres. Voilà. Parce que peut-être les chapitres viennent très souvent à l'examen, ou je ne sais pas. C'est quoi les raisons? Mais voilà. Donc, j'espère qu'on pourra apprendre quelque chose ensemble et que ça va vous aider à l'examen. OK? Donc, on va commencer d'abord par les différentes définitions et unités en physique nucléaire. Donc, physique nucléaire, nucléaire, ça vient du noyau, on est d'accord. Donc, énergie nucléaire, tout ce qui est nucléaire, ça veut dire que ça vient du noyau. OK? Donc, si on commence par vous présenter, voici un atome, par exemple. Donc, un atome, on a une boule à l'intérieur, vous voyez, cette boule-là, qu'on va appeler le noyau. Et puis, il y a des électrons, pardon, qui tournent autour. Donc, on va dire que c'est tout ça là, notre atome. OK? Donc, dans l'atome là, on a des particules. Des particules qui constituent notre atome. OK? Donc, on appelle particules fondamentales les protons, l'électron, les neutrons. Ça, ce sont les particules fondamentales. Donc, dans votre atome là, c'est constitué de ces trois éléments-là. Ce sont ces particules-là de matière qui sont chargées respectivement de charge positive pour les protons, charge négative pour l'électron et charge nulle pour les neutrons. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle neutron, le neutre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous remarquez ici, dans le noyau, on a quoi? Neutron, charge neutre, ok? Et le proton, charge positive. Donc, c'est les deux qui forment le noyau. On est d'accord? Et voilà les électrons qui tournent autour. Donc, c'est l'ensemble qui forme votre atome. On est d'accord? Donc, elles ont un rôle, ces particules-là, ces particules fondamentales-là, elles ont un rôle très important de par leur stabilité et leur présence quasi exclusive dans la matière. Donc, dans toutes les matières que vous allez prendre, vous allez trouver atomes du cuivre, du fer, de l'aluminium. Tout est constitué, c'est ces modèles. Maintenant, tout va dépendre du nombre de protons, du nombre de neutrons et du nombre d'électrons autour. OK? Voilà. Mais le principe, c'est en quelque sorte comme ça. Voilà. Donc, le noyau, là, je l'ai déjà expliqué, hein. Le noyau est un système qui est composé de particules de matière chargées positives ou nulles. Donc, des charges positives ou des charges nulles. Donc, c'est l'ensemble des protons et des neutrons qui forment votre noyau. Le noyau est chargé positivement. Je pense que depuis la quatrième, on vous a dit ça. Le noyau est positif
et les électrons qui sont négatifs tournent autour. C'est comme ça. Seulement dans le noyau, là, il y a d'autres particules qui ont une charge nulle. Ce sont les neutrons, neutrons. Voilà. Les charges positives, ce sont les protons. Donc, protons et neutrons, vous voyez cet ensemble-là, cette boule-là, à l'intérieur, les trucs rouges là, ça, ce sont les neutrons. Ils n'ont pas de charge nulle. Et les trucs, c'est la zone là, ce sont les protons, charge positive. Donc, c'est l'ensemble des deux, l'ensemble regroupé là, qui va vous donner un noyau. Et voilà. Donc, c'est ça la définition du noyau. Je vous dis que cette partie est tellement importante parce que tout va partir de là. Vous devez comprendre que dans le noyau, c'est les neutrons et les protons. C'est ça le noyau. Et les électrons tournent autour. De toutes les façons, je pense que vous connaissez déjà les électrons. OK? Donc, si vous retenez, vous arrivez à retenir que c'est le cortège des électrons là, qui sont dehors, en dehors du noyau, et les deux autres éléments forment le noyau. Je pense que c'est déjà une bonne chose. OK? Retenez seulement que ce sont les électrons là qui sont dehors. Vous voyez les électrons, chaque électron tourne. Donc, si on prend cet électron-là, voici son orbite. Vous voyez, il y a différentes orbites, les électrons qui tournent. C'est pas, ils ne tournent pas toujours eh, sur un même orbite ou un cercle. Vous voyez? Voilà. Et si vous remarquez même, il y a des orbites ou bien des routes qui sont plus proches du noyau que d'autres. Par exemple, celui-là est plus proche. Après, il y a un niveau donné qui est un peu plus large. Après, ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de couches. On va appeler ça comme ça. Donc, retenez que dans le noyau, nous avons des neutrons et des protons. Neutrons, charge neutre, protons, charge positive. Voilà. Si vous avez retenu ça, on peut décoller sans aucun souci. On garde toujours notre figure là ici, qui va nous permettre, parce qu'on aura besoin de ça pour des explications en futur. OK? Donc, on appelle le nombre de masses. Ça commence à venir. Donc, c'est pour ça que je vous disais de bien retenir. Ici, là, j'ai oublié d'insister sur nucléon. Là. On appelle nucléon les nucléons, là. Parce qu'on vous dit ici, le noyau est un système composé de particules de matière de charge positive ou nulle, appelé nucléon. Donc, les nucléons, c'est comme si tout ce qui est dans les noyaux, là, on appelle ça nucléon. Noyau, nucléon, noyau, nucléon. D'accord? Donc, quand vous entendez nucléon, c'est proton plus neutron. Ça aussi, ça embrouille souvent les gens. Proton plus euh, neutron, là, c'est ça qui donne nucléon. Et c'est ça qui forme les noyaux. Voilà, on va s'intéresser surtout à ça. D'accord? Donc, on appelle nombre de masse et on le note symbole A, nombre de masse. Le symbole de nombre de masse c'est A. D'un noyau, le nombre de nucléons composant ce noyau. Donc, on vient de définir nucléon là. On a dit que c'est quoi? C'est tout ce qui est dans le noyau. Tout ce qui est dans le noyau là, c'est ça qui forme les nucléons. C'est-à-dire les protons plus les neutrons. On est d'accord? Donc, nombre de protons, tu additionnes au nombre de neutrons. C'est ça qui va te donner nombre de masses. Voilà. Parce que proton plus neutron, c'est ça qui donne nucléon. Donc, si je vous dis le nombre de nucléons, c'est la même chose que si je vous disais nombre de protons plus nombre de neutrons. OK? Voilà. Tout ce qui est dans le noyau, c'est un nucléon. Retenez cette phrase-là, peut-être ça va vous aider. Tout ce qui est dans les noyaux, c'est nucléon. Et les noms aussi se ressemblent un peu. Noyau, nucléon. Noyau, nucléon. OK?
Voilà. OK. Maintenant, une autre définition. On appelle nombre de charges ou numéro atomique Z, le symbole c'est Z, d'un noyau, le nombre de protons contenus dans ces noyaux. Voilà. Et on vous a dit que dans les noyaux là, il y a des protons et il y a des neutrons. Les neutrons là, pas de charge. Neutrons, neutres. Maintenant, les protons là ont une charge positive. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans les noyaux, il n'y a que des protons qui ont des charges. Donc, nombre de charges, ça correspond au nombre de charges apportées uniquement par les protons. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on dit que nombre de charges là, ou numéro atomique là, c'est le nombre Z, on le note Z, et c'est le nombre de protons. Ça correspond au nombre de protons. Si vous avez donc dans votre noyau 10 protons, votre nombre de charges, ça fait 10. D'accord? Voilà. Maintenant, si en plus des 10 protons là, vous avez peut-être 50 neutrons, c'est les décharges qui sont neutres, tout ça dans le noyau. Donc, vous allez faire 50 plus 10, ça fait 60. Ça, c'est le nombre de masses. Voilà, tu as dit tout ça. Nombre de masses, c'est tout ce qui est dans le noyau. Tout, vous comptez tout. Que ce soit proton ou bien neutron. Vous cumulez tout et puis vous comptez. C'est ça qui fait les A, nombre de masses. Maintenant, nombre de charges là, c'est seulement ceux qui ont des charges. Donc, c'est seulement les protons en compte. Et vous allez voir, le plus souvent, ils sont moins nombreux. D'accord? Voilà. Donc, il y a une autre chose que vous devez faire comme remarque. Ce nombre-là, nombre Z là, c'est-à-dire nombre de protons là, ou bien encore nombre de charges positives dedans là, ça correspond également au nombre d'électrons composant l'environnement électronique du noyau. C'est égal au nombre d'électrons aussi. Puis parce que c'est... Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Charges positives dans les noyaux, là. S'il y en a 13, alors il y aura 13 charges négatives dehors. C'est un exemple, 13 là, c'est un exemple. Vous pouvez avoir autant, et ça varie en fonction de l'élément chimique considéré. Si vous prenez des cuivres, c'est pas la même chose que l'aluminium. Voilà. Donc, le nombre de charges négatives qui sont hors du noyau là, dans le cortège là, électronique là, correspond exactement au nombre de charges positives dans les noyaux. Si c'est un atome, hein, voilà, parce que si c'est pas égal, peut-être c'est un ion. On vous a donné définition d'un ion depuis la troisième. Atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, là, nous, on s'adresse, on s'intéresse à l'atome. Un atome. Ça veut dire tout est complet. Nombre de charges positives égale nombre de charges négatives. C'est-à-dire, nombre de charges positives, nombre de protons à l'intérieur est égal à nombre d'électrons à l'extérieur du noyau. Voilà. Donc, si le nombre de protons nous donne nombre de charges, ou encore numéro atomique, bah, ça veut dire que si on compte aussi le nombre d'électrons, ça va nous donner le même nombre. Donc, ça correspond, le nombre de charges là, ça correspond au nombre de protons et aussi ça correspond au nombre d'électrons. Voilà, dans un atome. OK? Je pense que ça, c'est très clair, terre à terre. Donc, on a quelque chose qui sera donc intéressant. Le nombre de neutrons, pour l'avoir, comment vous allez faire? C'est très simple, hein? Puisque la totale, si le total des éléments contenus dans votre noyau, vous avez appelé ça nombre de masse et vous avez donné ça comme symbole A. Ou bien, c'est le nombre de nucléons.
nucléon, on a dit que c'est proton plus neutron. Donc, si l'ensemble de tout ça là, c'est A, et que le nombre de charges, c'est Z, alors le nombre de neutrons qu'on va noter ici, N, sera tout simplement la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. Donc, A égale N plus Z. N, c'est pour le nombre de neutrons. Z, c'est pour le nombre de protons. Donc, cette formule résume le tout en réalité. Dans votre noyau, vous avez des protons et des neutrons. Protons et neutrons, l'ensemble forme les nucléons. OK? Donc, le nombre total de protons plus neutrons là, c'est-à-dire le nombre total de nucléons, on appelle ça nombre de masse. Et le symbole, c'est A. C'est le plus grand, quoi. C'est le total. OK? Maintenant, le nombre de nucléons, on vient de dire, c'est protons plus neutrons, non? Maintenant, si on les sépare, protons sur le nombre de charges positives. Donc, on va appeler ça nombre de charges, Z. Neutrons, c'est le nombre de charges neutres. On va appeler ça N. Donc, c'est N plus Z qui donne A. C'est ce qu'on a noté ici. A égale à N plus Z. Voilà. Donc, A, qui est le total, égale à N, nombre de neutrons, les rouges là, plus Z, nombre de charges, qui est les jaunes là. Ils sont les jaunes là. Ils sont les protons. Donc, cette formule aussi, très très importante. OK? Un élément chimique. On va parler d'éléments chimiques maintenant. Vous connaissez les éléments chimiques, l'aluminium, le cuivre, le zinc. Je pense qu'en seconde, vous avez déjà vu ça. Donc, je n'ai pas besoin de me fatiguer sur ça. Un élément chimique correspond à l'ensemble des atomes caractérisés par une même valeur de nombre Z, c'est-à-dire nombre de charges. On vient de définir tout de suite nombre de charges. Donc, élément chimique correspond à l'ensemble des atomes qui sont caractérisés par le nombre, par le même nombre de charges. C'est-à-dire Z, là, c'est la même chose. Donc, chaque élément correspond à un symbole. Par exemple, si vous prenez l'uranium, le symbole c'est U, Al, c'est aluminium, Zn, c'est zinc, ainsi de suite. Donc, il y a comme ça jusqu'à 90 éléments naturels. Donc, naturellement, et on a 19 autres artificiels, c'est-à-dire créés par nous-mêmes, par les hommes. Voilà. Les éléments naturels, il y en a beaucoup. Donc, ce que vous connaissez, l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, il y en a jusqu'à au total, nombre total, donc vous allez faire 90 plus 19. Mais ça, c'est pas trop ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est le symbole là, et savoir que et, quand on dit élément temps, cet élément-là, c'est l'ensemble de tous les atomes qui ont le même Z, même nombre de charges Z. Donc, si on prend un nucléoïde, c'est une définition, vous connaissez la différence d'un élément chimique. Maintenant, définition d'un nucléoïde X. On va prendre un nucléoïde X comme ça. Si vous prenez U, c'est un nucléoïde. Si vous prenez Al, c'est un nucléoïde. Si vous prenez Zn, c'est un nucléoïde. Donc,
on va dire, prendre un élément quelconque. Donc, on va le dire X, comme ça. Cet élément-là, et cette nucléoïde-là, X, est l'ensemble des atomes caractérisés par des valeurs déterminées du nombre de charges Z et du nombre de masse A. Donc, voici comment on note ça. Si vous avez votre nucléoïde X, voici les X, vous mettez les X là, comme ça. Nombre de masses, vous mettez A en haut ici. Et nombre de charges, Z, vous mettez ça en bas ici. Donc, ça là, ça suffit largement pour caractériser un nucléide. Parce que les N, nombre de neutrons là, ça fait seulement A moins Z. Et vous pouvez avoir ça facilement. Après la formule précédente qu'on a vue. Donc, si, voici un peu ce que je viens de dire. Si vous prenez votre X, un nucléoïde donné, voilà. A ici, on a dit que c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Voici ce qui est écrit ici. A, nombre de nucléons dans le noyau. Nucléon égale à proton plus neutron. OK? Ça, c'est A. Dans le noyau, là, il y a des protons et il y a des neutrons. Si vous additionnez les deux, ça fait le nombre de nucléons. C'est le D qui forme le nucléon. Et le nombre de nucléons, c'est ça qui fait le nombre de masses. Et le symbole, le nombre de masses, c'est noté A. D'accord? Maintenant, Z, là, c'est le nombre de charges. Voilà. Nombre de protons dans les noyaux. C'est ça, c'est parce que c'est les protons seulement qui portent les charges. Donc, Z, c'est le nombre de charges qui est égal au nombre de protons. OK? Donc, en ce moment, si vous avez comme proton, c'est Z, pour avoir neutron, vous faites N égale à A moins Z, non? C'est ça, non? Voilà. Pour avoir le nombre de neutrons, c'est N. Et c'est N là égale à A moins Z. Parce que A, c'est ça. A, nombre de nucléons, égale à proton plus neutron. Donc, si vous voulez neutron seul, vous allez faire proton, c'est-à-dire A, moins, j'ai pas les choses. Vous allez faire nucléon moins proton. Voilà. Nucléon qui est A, donc moins proton qui est Z, vous allez avoir votre N. Donc, le couple là, le couple Z et A là, ça suffit largement pour caractériser votre noyau. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Parce qu'à partir de A et Z, vous pouvez avoir votre N en utilisant cette formule. Et le X là maintenant sera remplacé par le symbole que vous avez, les symboles chimiques, que ce soit U pour uranium, Al pour aluminium, Zn pour zinc, Ci pour cuivre, voilà, tout ce que vous voulez. Donc vous allez remplacer les X là, ici, comme ça. Voici les exemples. Vous voyez U, ça veut dire déjà que c'est l'uranium. U 92 238. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 92, ça veut dire que ça, c'est le nombre de charges. Ça veut dire qu'il y a 92 protons dans le noyau de cet uranium. Ça va? Et nucléon, le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, là, ça fait 238. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est dans les 238 là, il y a les 92 du nombre de protons là inclus. Voilà. Donc, pour avoir le nombre de neutrons, les charges qui sont neutres là, il suffit de faire 238 moins 92. C'est la formule qui est là. Voilà. Ce que vous allez obtenir, c'est ça qui sera le nombre
de neutrons. Vous voyez que c'est élevé que le nombre de protons là. Donc A, ce symbole-là, vous voyez, A, c'est A qui est là. Si vous voyez comme ça veut dire que ce qui est en haut ici, c'est A, nombre de masse. Maintenant, les Z est noté juste en bas. Donc, 92 ici, ça veut dire que c'est le nombre de protons. C'est le nombre de masses. D'accord? Voilà, le symbole maintenant de l'élément chimique est noté ici, U. Donc, il s'agit de l'uranium. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et pour le P là, je me demande, est-ce que vous comprenez la différence entre éléments chimiques et puis nucléoïdes? Voilà, les éléments chimiques là. Il y aura, par exemple, on peut avoir un autre U, uranium, et que le nombre de charges, c'est pareil. Mais nombre de masse différent. C'est toujours l'élément chimique uranium, mais pas le nucléoïde uranium 238. Vous allez commencer à parler en langage nucléaire. Uranium 238. Ceux qui utilisent l'énergie nucléaire, là, ils connaissent ce que ça veut dire. Donc, le nucléoïde X, là, voici comment ça se présente. U ou P. Voilà. Sachez seulement que ce qui est en haut, là, ça, c'est le nombre de masses. Et ce qui est en bas, c'est le nombre de charges. OK? Donc, juste pour information, le nombre de nucléoïdes actuellement connu est de l'ordre de 1500. Voilà. Donc, 350 sont naturels. Ça, c'est juste à peu près. OK? Donc, les particules fondamentales, vous vous rappelez des définitions des particules fondamentales? Au début, la première page qu'on a ouverte ici, on a parlé des particules fondamentales, c'est-à-dire les neutrons, les protons et électrons, là, c'est ça. Maintenant, et comment on va les noter? Voilà. Si c'est de l'uranium, on va mettre U, voilà, nombre de masses et nombre de charges. Maintenant, s'il s'agit d'un électron, comment on va noter ça? Électron, son symbole, c'est E. OK? Électron, il y a combien de charges? Moins 1. Voilà. Et le nombre de masses, c'est 0. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans les noyaux. Et c'est un électron. Voici comment on note un électron. Voilà. Pour les positons, c'est-à-dire inverse de l'électron là, la charge est positive. Donc 0 ici et puis 1 là. Pour un proton, donc pour un proton, on met 1. Voilà. Le nombre de masse, c'est 1. C'est le proton lui-même d'ailleurs. Voilà. Et le nombre de Z, le nombre de charges, c'est-à-dire Z, qui est égal au nombre de protons, est aussi égal à 1. Pour un neutron, la charge est neutre. Et c'est comme ça est dans le noyau. C'est comme si vous avez un neutron lui seul dans le noyau. Donc, ça fait que le nombre de masses, ça fait 1. Et comme neutron, c'est pas une charge, donc charge, c'est 0. Voilà. Neutrino, maintenant, là, tout est 0, 0. Et le symbole, c'est comme un mu, comme ça. Donc, ce qu'on on vous invite à retenir ici, c'est surtout ici le nombre de masses qui est noté en haut et en bas, là, le nombre de charges. Et là, c'est le symbole de l'élément chimique. Et on a donné exemple ici. OK. Donc, on garde toujours ça ici, parce que ça va nous aider un peu peut-être. On vous dit ici, des nucléoïdes sont isotopes du même élément chimique, bien sûr, lorsqu'ils ne diffèrent que par leur nombre de neutrons. Nombre de neutrons seulement qui sont différents. Ça veut dire que le nombre de charges là, c'est la même chose. Ça veut dire que les Z est pareil. Voilà. D'ailleurs, même c'est précisé ici, nombre de protons étant identique. Nombre de protons, c'est-à-dire
les Z là, ici, protons, on a bien précisé ici, nombre de protons. Les Z est pareil, mais c'est le A qui est différent. Si le A est différent, étant donné que A c'est proton plus neutron, c'est que c'est le nombre de neutrons qui est différent. Ou bien, puisque proton là, c'est le même nombre qui est là, donc c'est lui là qui va changer. Le nombre d'éléments neutres là dans le noyau là, qui change tout. Donc c'est ça qui fait isotope. C'est comme quand on vous dit les isomères là, en chimie. Donc ça c'est les isotopes. Isotopes, même nombre de charges, c'est-à-dire même Z, mais les A sont différents. Voilà. Les Z là c'est pareil, mais les A sont différents. OK. Maintenant, l'abondance isotopique ou abondance naturelle d'un isotope est son pourcentage en masse dans l'élément naturel. Donc, si vous prenez, par exemple, un élément naturel, de l'or, de l'uranium, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs isotopes dans, si vous prenez un échantillon, par exemple, il y a plusieurs isotopes. Maintenant, dans la masse d'uranium, par exemple, si vous prenez de l'uranium, dans la masse que vous avez, quel est le pourcentage de ce type, de cet isotope et de l'autre isotope, s'il y a deux, ou bien s'il y a trois, il y a quel pourcentage en masse de chaque isotope. Donc, c'est ça qu'on appelle l'abondance isotopique. Voici des exemples. Par exemple, si vous prenez H ici, donc, celui, on a quoi ici? 1 ici, 1 ici. C'est-à-dire que nombre de charges, c'est 1, nombre de masse, c'est 1. Celui-là, nombre de charges, c'est toujours 1, parce que ça doit être toujours 1, que ce soit isotrope. Le nombre de charges là, c'est-à-dire les Z ne changent pas, c'est toujours 1, 1, 1. C'est en haut là que ça diffère, vous voyez? Ici, le A, c'est 1, c'est-à-dire en haut ici. Le A, c'est 1. Ici, le A, c'est 2. Ici, le A, c'est 3. Donc, ça veut dire que dans le noyau, le nombre de charges positives là, c'est-à-dire nombre de protons là, ne change pas. Ça reste toujours pareil. Mais c'est le nombre de neutrons là, ceux qui ont des charges nulles là, et qui augmentent ou qui diminuent si vous voulez. Par exemple, ici, il y a une seule charge. Ici, là, les A est 1. Ça veut dire que c'est seulement la charge plus là qui est dedans. Il n'y a pas de charge nulle. Il n'y a pas de neutrons dedans. Donc, ça veut dire que A, le nombre de nucléons là, est représenté uniquement par les protons. Les seuls protons qui est dedans, c'est-à-dire neutrons, c'est 0. Si vous allez ici, là maintenant, le nombre de masses, ça fait 2. Donc, le proton qui est dedans là, plus un neutron qui s'est ajouté. C'est ça qui fait le D qui est là. Après, maintenant, vous venez ici. Le proton qui est dedans là, lui, il reste toujours le même. Voilà, un ici, mais il y a deux neutrons qui se sont ajoutés. Ça fait que le nombre de nucléons, c'est-à-dire A, le nombre de masses, ça fait 3. Donc, ces gens, la seule différence, c'est A là qui change. Donc, c'est ça qu'on appelle isotope. Et dans la nature, celui-là, vous allez rencontrer plus de l'hydrogène hein, que de celui-là. Le pourcentage, le pourcentage de celui-là, c'est 99,985%. Si vous prenez dans la nature. Celui-là, vous allez avoir à peine, ça ne vaut même pas 1%. 0,015% à peu près. Et ça, c'est des traces. C'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment très, très, très rare. Ça n'existe presque pas. Si vous prenez maintenant les cas de l'oxygène, voilà, vous allez entendre l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'oxygène 18. C'est le même principe. Ça veut dire qu'il y a 8 protons dans le noyau. Le proton là.
il y en a 8. Maintenant, celui-là, pour l'oxygène 16, là, il y a également 8 neutrons. Donc, 8 plus 8, c'est ça qui fait les 16 ici. Maintenant, ici, il y a un autre proton qui va s'ajouter. Celui-là ne change pas. C'est un autre neutron qui va s'ajouter plutôt. Le proton là ne change pas. Ça reste toujours 8. Donc, ici, ça va faire 9. Donc, c'est les 9 plus les 8 là qui fait les 17. Ah, ici. Donc, pour l'oxygène là, voici les pourcentages. L'oxygène 16 est plus abondant. Donc, parce qu'on a parlé d'abondance, non? Abondance naturelle. Donc, dans la nature, vous allez avoir plus d'oxygène 16, 99,76%. L'oxygène 17, c'est 0,04%. Celui-là, 18, là, 0,2%. Je pense qu'il y a un 0 qui manque ici. Voilà. Les Cl, 35, 37. Et 35, c'est 75,4%. Et 37, c'est 24,6% à peu près. Juste de retenir seulement que le pourcentage de chaque élément, voilà. Isotope, d'abord, vous devez retenir c'est quoi isotope. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de carbone 14, carbone 14, carbone 14. Ça vient de là. Parce que vous avez aussi carbone 12. Hmm? Donc, 14, 12, c'est les A là qui fait la différence. Ce sont des isotopes. Voilà. Et comment on peut les séparer, ces isotopes-là? Si vous avez par exemple un échantillon de carbone 14 et de carbone 12, par exemple, vous voulez séparer les carbone 12 à part et les carbone 14 à part. Quelles sont les différentes méthodes utilisées? J'ai pris l'exemple du carbone, mais il y en a plusieurs, hein. Donc, vous pouvez utiliser celui-là. Spectrographie de masse. C'est-à-dire les masses sont différentes. Si vous prenez les isotopes, là, les masses sont différentes. Il y a quelque chose qui va vous séparer ça en fonction de leur masse. Voilà. Centrifugation, diffusion gazeuse. Voici les trois méthodes utilisées. Ça, c'est juste des informations pour séparer les isotopes. Ok, on va parler maintenant des unités visuelles, usuelles en physique nucléaire. Les unités usuelles. L'électron volt. Voici une unité qu'on vous ajoute. L'électron volt. C'est quoi l'électron volt? Donc, on vous dit que l'électron volt, déjà, c'est une énergie. OK? L'électron volt, c'est une énergie. D'abord, il faut retenir ça. C'est très important. C'est une énergie acquise par une charge élémentaire et accélérée par une différence de potentiel de 1 volt. 1 volt. Je pense que sur la partie électricité, on a vu plusieurs appareils et plusieurs façons d'accélérer ou de dévier des électrons, des faisceaux d'électrons qui peuvent être déviés. Okay? Donc, en fonction, à l'aide des différences de potentiel, de tension, vous pouvez faire dévier votre électron, soit en haut ou en bas, dépendant des différentes plaques, des charges des plaques. Donc, si vous prenez 1 volt pour accélérer un électron, par exemple, parce que la charge d'un électron, c'est E, charge élémentaire. Donc, vous allez avoir l'énergie que vous avez besoin pour faire ça, là. Cette énergie-là, c'est un électron-volt. Ou c'est l'énergie aussi que l'électron là obtient quand cet électron est accéléré par une charge, par une tension, on va dire tension, différence de potentiel de 1 volt. Donc, c'est une énergie. Donc, un électron-volt, ça fait 1,6 10 puissance moins 19 joules.
Voilà. Et méga maintenant, 1 méga électron-volt, naturellement, ça fait 10 puissance moins 13. Donc, 19 moins 6, ça fait moins 13. Moins 19 plus 6, si vous voulez. Ça fait moins 13. OK. Donc, l'unité de masse atomique, U, représente la fraction 1/12 de la masse de nucléoïdes carbone 12. Je parlais tout aussi de carbone 12. Carbone 12, carbone 14. Donc, carbone 12, ça veut dire que c'est un carbone qui a un nombre de masse égal à 12. Voilà. Vous voyez, C ici, c'est l'élément chimique carbone. 12 ici, c'est le A. Les Z étant 6. Voilà, les Z ne changent pas. Donc, le carbone 14, ça va faire 14 et puis 6. Donc, si on prend ici le nombre de charges et le nombre de masses pour ce carbone 12 là, c'est 12. OK? Donc, si vous prenez tout ça là, vous divisez la masse, hein, vous divisez par 12. OK? Vous allez obtenir U. Ce que ça veut dire. La masse de ce carbone qui a 12 nucléons dans son noyau, d'où le nom carbone 12, divisé par 12. C'est ça le U. Donc, si vous avez bien compris le U là, ici, là, c'est comme si c'était la masse d'un nucléon. C'est à peu près la moyenne. Parce que dans votre, ici, la carbone 12, ça veut dire que dans le noyau du carbone 12 là, il y en a 12 nucléons. C'est-à-dire ici, comme il y a 6 ici, ça veut dire qu'il y a 12 protons, 12 charges. La charge, le nombre de charges là, c'est 12. Donc, c'est comme si vous avez 12 neutrons et 12 protons. Et 12 plus 6, pardon. Vous avez 6 protons et 6 neutrons. Et c'est ça, c'est la somme des deux qui fait le 12, qui fait le nombre de nucléons. Vous avez 12 nucléons dans le noyau. Et si vous prenez la masse, c'est-à-dire donc la masse totale de ce carbone-là, donc c'est comme si vous avez pris la masse de ces 12 nucléons et vous divisez par 12, parce qu'on a dit 1/12. Donc, c'est comme si vous avez obtenu la masse d'un seul nucléon. Donc, le U, là, ça veut dire à peu près la masse d'un nucléon. C'est important que vous compreniez ça, parce qu'après, on va vous demander de calculer la masse totale du noyau, par exemple. Donc, si on connaît le nombre de nucléons qui sont dans le noyau, on utilise le fait que l'unité de masse atomique, le U, là, c'est la masse d'un nucléon. Et la masse d'un nucléon multipliée par le nombre total de nucléons, vous avez la masse de votre noyau. OK? Voilà. Donc ici, c'est ce que je viens de dire là. La masse approchée du noyau, le nombre de masses A, là, on généralise là, est AU. Ce n'est pas le symbole de l'or, hein. Ce n'est pas or. Hein. Voilà. A pour dire le nombre de masses et U pour dire la masse, l'unité de masse atomique. C'est comme ça on mesure ça. Donc vous avez deux mesures. Électron-volt et masse atomique, unité de masse atomique. D'accord? Vous connaissez ce gars, ce monsieur, Einstein, Albert Einstein, prix Nobel de physique 1921. Je pense qu'il y a beaucoup, bon, tout le monde a entendu déjà parler de lui. Donc, voici une formule, une célèbre formule qu'il a développée. On va expliquer ça tout de suite. Donc, lui, Albert Einstein, en 1905,
Ça fait longtemps. Hein. Il dit qu'il existe une équivalence entre la masse et l'énergie. Vous voyez ici? Et le E là, ça veut dire énergie. M, c'est masse. Donc, il dit qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Un système au repos de masse M possède une énergie de masse E telle que E égale à M multiplié par C au carré. Le C au carré, le C là, c'est quoi? La valeur de C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. OK? Et E ici, dans notre formule, E égale à mc carré, et énergie de masse en joule. Il faut bien préciser, c'est énergie de masse. OK? Et énergie de masse. M, la masse du système en kilogrammes. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est un kilogramme. Le U là a été converti en kilogrammes ici. Donc, 1 U, ça fait 1,66 10 puissance moins 27 kg. Voilà. C'est ça, 1 U. Et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse de la lumière. La lumière, quand vous braquez votre torche, c'est rapide, non? Voilà. Donc, la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, si vous prenez quelque chose de masse, une masse quelconque, un atome ou un noyau d'une masse quelconque, M, vous l'accélérez à une vitesse, la vitesse de la lumière au carré, vous allez obtenir une énergie pas possible en joule. OK. Donc, juste pour préciser, si vous prenez un U, par exemple, c'est-à-dire unité de masse atomique, là, on peut dire que c'est égal à 9,31,5 méga-électron-volts par célérité au carré. OK? C'est comme si vous voulez venir tirer M ici. M égale à quoi? Si on veut tirer M ici, ça va faire énergie divisé par C au carré. Vous voyez ici, c'est énergie divisé par C au carré. Donc, seulement, notre M là, nous voulons l'exprimer en unité de masse atomique. Voilà. Et l'énergie en électronvolts. Ce sont les unités utilisées dans la physique nucléaire. Donc, les méga-électronvolts là, par célérité au carré là, celui-là, est une unité de masse atomique. Voilà. Méga-électronvolts par célérité au carré. C'est la masse. OK? Je vous ai expliqué ici. C'est comme si vous venez vous tirer ici M. Vous allez avoir énergie divisée par célérité au carré. Donc, énergie, méga-électronvolts divisé par célérité au carré. OK, on progresse. Là, je nous ramène ici un peu ce qu'on avait vu au début, l'ensemble de l'atome, c'est-à-dire le noyau et puis les électrons autour, et la notation X, A, Z. Je pense que tout le monde maîtrise ça maintenant. OK, on va parler maintenant, c'est là où les choses intéressantes commencent, d'énergie d'un noyau. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le noyau. L'énergie dans le noyau. On vient de voir ici tout de suite la formule de l'énergie. M C carré. Et voilà. Donc la masse multipliée par
c'est la vitesse de lumière au carré. Donc, comment on peut obtenir l'énergie d'un noyau? On va parler d'abord de la masse d'un système de nucléons. Nucléon, il faut vous rappeler que c'est tout ce qui est dans le noyau. La masse, comment on obtient ça? Donc, on remarque que la masse M noyau de ces noyaux-là, par exemple, les nucléons sont soudés entre eux, sont liés entre eux. Les protons et les neutrons sont bien soudés entre eux. C'est compact. Donc, on va appeler ça masse noyau, M noyau. Après, on va prendre maintenant la masse des nucléons. C'est-à-dire, les nucléons là ne sont pas soudés maintenant. Les protons et les neutrons là ne sont pas soudés. Ici, on les disperse comme ça. Donc, on remarque que masse M là, M noyau, est inférieure à la masse nucléon. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, la masse M noyau d'un système de nucléons liés, s'ils sont liés dans les noyaux, est inférieure à la masse M nucléon du système contenant le même nombre, même nucléons isolés. Voilà. Donc, c'est comme si on vous disait que si ces boules-là, rouges et puis jaunes-là, s'ils sont bien soudés, leur masse est plus, ils sont plus lésés que si ils étaient dispersés. C'est ce que ça veut dire. Donc, M noyau inférieur à M nucléon. C'est ce que ça veut dire, OK? Donc, maintenant, la différence, puisque c'est différent, la formule est déjà là. On a posé l'inéquation est déjà là. Donc, il y a une différence. Si vous faites la différence entre les masses là, c'est-à-dire les nucléons liés et les nucléons qui ne sont pas liés là, cette différence de masse, on va noter delta M, est appelée défaut de masse du noyau. Voilà. Et cette grandeur-là est une grandeur positive. Défaut de masse. Donc, quand on vous dit défaut de masse, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Voilà. Si les nucléons sont soudés, sont bien liés, leur masse est plus petite que si vous avez un système où les nucléons ne sont pas liés. Et la différence entre les deux masses-là, et ça, on va appeler défaut de masse du noyau. Voilà. Donc, voici la formule. Delta M, défaut de masse là, égale à M nucléon. On a défini M nucléon, c'est-à-dire les systèmes où les nucléons ne sont pas liés, moins M noyau, c'est-à-dire les systèmes où les nucléons sont bien liés. Voilà. Donc, les M, donc si on prend delta M d'un symbole comme ça, c'est-à-dire A, AX, X, A, Z là, comme ça. Z, c'est quoi? C'est le nombre de protons, on est d'accord? Voilà. Donc, pour avoir la masse de ces protons-là, il suffit d'utiliser par la masse MP. Donc, la masse d'un proton multiplié par le nombre de protons. Ça, c'est à part. OK? Et de l'autre côté, si A, c'est le nombre total, on a défini ici, hein, c'est le nombre total des nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Donc, pour avoir le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z. Donc, le A moins Z que vous voyez ici, là, c'est le nombre de neutrons. Donc, si on fait le nombre de neutrons aussi, multiplié par la masse des neutrons, Mn, c'est masse des neutrons. Parce que là, les neutrons et les protons sont séparés, dispersés. Je parle des systèmes qui n'est pas lié, non lié. Donc, M nucléon, qu'on a défini ici.
ils sont isolés. Les nucléons là sont isolés. C'est-à-dire proton à part et neutrons à part. Donc, on prend la masse des protons. Pour avoir cette masse de protons, on fait le nombre de protons qui est Z, qui est venu ici, multiplié par la masse d'un proton, MP. Donc, on gagne la masse des protons d'un côté. De l'autre côté, on cherche la masse des neutrons. Donc, on cherche le nombre de neutrons, c'est-à-dire A moins Z, multiplié par la masse d'un neutron. Donc, si on additionne les deux, on aura la masse nucléon, là, c'est-à-dire la masse des nucléons qui sont isolés, qui ne sont pas liés. Maintenant, pour la masse du noyau, là ils sont compacts. On va noter ça tout simplement M et X, A, Z. Comme ça. Là, ils sont liés. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la différence, les défauts de masse, pardon. Voilà. Parce que là, ils ne sont pas liés. On fait leur masse séparément. Et là, ils sont liés. Donc, ça, moins ça donne défaut de masse. OK? Voilà, on progresse. Je garde toujours les mêmes ici. Donc, on va utiliser ces défauts de masse-là pour essayer d'exploiter ça. Énergie dans notre noyau. Donc, si l'énergie d'un système de nucléons isolés est supérieure à l'énergie du même système de nucléons liés, on vient de voir que la masse, si les systèmes sont, si les nucléons sont isolés, ils ne sont pas liés entre eux, la masse est supérieure si ils sont liés, ils sont soudés. Voilà, on a expliqué ça. Donc celui-là, là où tous les nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons, sont bien soudés là, c'est plus lésé. Donc l'énergie aussi sera moins. Puisqu'on vous a dit que énergie égale à M, C au carré, non? Oui. Donc si M est petit, l'énergie sera plus petite aussi. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on appelle quoi? Énergie de liaison d'un noyau, il y a des systèmes de nucléons liés. L'énergie qu'il faut fournir à ces systèmes pour séparer ces nucléons. Par exemple, vous voyez un noyau, le noyau qui est là. Donc, c'est bien soudé, c'est bien compact. Tous les éléments sont liés. Moi, je vais séparer ça. Donc, si vous voulez séparer les nucléons, là, c'est-à-dire les protons et les neutrons ensemble, si vous voulez séparer les rouges et les jaunes, là, il vous faut une énergie. Cette énergie-là, ça, on appelle énergie de liaison. Voilà. Vous voulez casser les liens qui sont entre les nucléons. Donc, c'est ça. Pour cela, vous avez besoin de l'énergie de liaison. OK? Donc, on appelle énergie de liaison et elle, là, des noyaux, l'énergie qu'il faut fournir à ces systèmes pour séparer ces nucléons. Cette énergie est positive et a pour expression EL égale à delta M C carré. Delta M, là, défaut de masse. On a défini ça, défaut de masse, tout de suite précédemment. Donc, défaut de masse, delta M, là, c'est masse quand les nucléons ne sont pas liés, moins la masse quand ils sont soudés. Donc, quand ils ne sont pas liés, quand ils sont libres, ils pèsent plus lourd que quand ils sont soudés. Donc, la masse des nucléons libres moins la masse des nucléons qui sont liés là, c'est ça qui fait défaut de masse. Et si vous prenez cette défaut de masse, vous multipliez par C au carré, vous allez obtenir l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour séparer ces masses-là. Voilà. OK? Je pense que tout est clair jusque-là. L'énergie d'un noyau au repos maintenant, quand il est repos, est calculée par rapport à une référence. Par exemple, le système de masse nulle. Parce que l'énergie d'un noyau est connue à une constante près, à une constante,
additif près. Donc, si vous avez ce noyau-là qui est au repos comme ça, vous voyez son énergie, on estime ça à une référence. C'est de l'à peu près. Donc, on va dire E, R égale à M par C carré. C'est M là, vous vous rappelez c'est quoi la signification? C'est en masse quand les nucléons sont liés. Voilà. C'est pas quand ils sont séparés. Je remonte en haut pour vous montrer. OK? Voilà, c'est M là. Donc, le noyau est là au repos et tous les nucléons sont soudés. C'est M. Par contre, là, les nucléons sont séparés. Nombre de protons à part, nombre de neutrons à part. Donc, si vous faites l'air masse, vous additionnez les deux, c'est plus lourd que quand le noyau là est au repos. Donc, c'est cette différence-là qui nous donne delta M, défaut de masse. Et si on utilise ce défaut de masse en multipliant par C au carré, on obtient l'énergie de liaison. Voilà. Donc, l'énergie de liaison et l'énergie de référence, vous connaissez maintenant la différence. L'énergie de référence, vous faites seulement la masse du noyau là, au repos multiplié par C au carré. Voilà. Parce que la formule reste la même. E égale à mc carré. Albert Einstein. Voici un peu ce qui montre cette différence. Donc, vous voyez ici un noyau qui est au repos. Vous voyez? Donc, M, X, symbole X là, donc on vous a dit symbole de l'élément chimique. X, A, Z. D'accord? Là, c'est quand la masse est nulle. Donc, vous avez ici le noyau qui a des nucléons soudés. Sa masse multipliée par C au carré. Vous avez l'énergie du noyau au repos. Voilà. Et l'énergie que ce noyau-là a, là, vous voyez cet axe-là, on a dit E ici, c'est moins L, moins EL. EL étant l'énergie qu'il faut fournir pour disloquer votre noyau, là, pour séparer les nucléons. Donc, si vous apportez cette énergie qu'il faut, vous allez arriver ici. Donc là, c'est les nucléons au repos, pas noyau au repos. Ça veut dire que les nucléons là sont séparés, sont plus soudés. C'est pour ça que vous voyez les nucléons au repos. Ils sont au repos. Autrement dit, si les nucléons aussi se mettent à bouger, donc ça veut dire que ça va augmenter encore. Il va falloir plus d'énergie pour faire ça aussi. C'est ce que ça veut dire. Donc pour disloquer là, donc en ce moment, la masse des protons plus la masse des neutrons, voilà. Parce que nombre de protons multiplié par masse d'un proton, ça fait masse totale des protons. Nombre de protons et nombre de neutrons, c'est-à-dire A moins Z, multiplié par la masse d'un neutron, ça donne la masse totale des neutrons. Donc, les deux masses additionnées multipliées par C au carré, donc ça donne l'énergie des nucléons au repos. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. OK, on progresse toujours. On garde toujours ici ce schéma-là, parce que ça va nous aider dans les explications. Donc, l'énergie de liaison, là, par nucléon maintenant. On a déjà défini l'énergie de liaison, hein. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut pour séparer le noyau qu'elle a, c'est l'énergie qu'il nous faut pour séparer tous les nucléons qui sont dedans, tous les protons et les neutrons qui sont dedans là. On veut tous les séparer. Maintenant, nous voulons maintenant l'énergie qu'il faut pour un seul nucléon, c'est-à-dire que ce soit cette boule rouge là ou bien cette boule jaune là. On veut l'énergie nécessaire pour lui seul. Ça, c'est simple, non? Il suffit de prendre l'énergie totale là, de liaison totale pour tout le noyau là, divisé par le nombre de nucléons dans le noyau, non? Ou bien,
Donc, l'énergie de liaison par nucléon, là, on a dit seulement E. Vous voyez que l'autre, c'est EL. L'autre, celui-là, c'est E. Donc, ça, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour expulser un seul nucléon. Que ce soit proton ou neutron. Voilà. Proton ou neutron, c'est pas neutron. On veut seulement pour expulser un seul. Donc, c'est aussi le rapport de l'énergie de liaison du noyau là, et elle, sur le nombre total de nucléons. Voilà. Si le A, vous rappelez, le nombre de masse, c'est le nombre total qui est dedans. Tout, vous additionnez tout. Donc, l'énergie pour expulser tout ça là, pour disloquer tout ça là, c'est EL, c'est l'énergie de liaison. Donc, si vous prenez cette énergie, vous divisez par le nombre de nucléons dedans là, c'est-à-dire proton plus neutron, vous allez avoir l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire les E. Voilà, donc la formule E égale à EL divisé par A. EL, c'est l'énergie de liaison, c'est-à-dire totale, pour disloquer les tout, divisé par A, nombre de masses, ou bien nombre de neutrons, et nombre de nucléons. Donc, c'est E là maintenant, on va l'exploiter pour voir. Si vous allez, par exemple, si vous changez d'élément, comment est-ce qu'il va varier? OK? Donc, votre énergie là, que vous devez, par exemple, si ce noyau-là, s'il s'agit du noyau du cuivre, par exemple, est-ce que c'est même énergie que vous allez utiliser pour séparer s'il s'agissait du noyau de l'uranium, par exemple? Vous voyez? Donc, en fonction de l'élément chimique concerné, l'énergie de liaison là va aussi changer. Ça ne sera pas la même chose. Donc, comment ça va changer? Hmm? Donc, on dit que si les mesures faites sur l'ensemble des nucléoïdes ont montré que les noyaux les plus stables, ça veut dire que ceux qui sont plus soudés, plus solides, là, difficiles à séparer. Là. Donc, ces noyaux-là, ce sont ceux dont le nombre de masses est proche de 60. Donc, nombre de masses, vous vous rappelez, nombre de masses, c'est le nombre total de nucléons. C'est tout ce qui est dedans là, le nombre total de tout ce qui est dedans. Si ce nombre-là approche autour de 60, ils sont plus soudés. On ne sait pas pourquoi. Le pourquoi là, ce n'est pas votre affaire ici. Vous savez seulement que si ce nombre-là approche 60, là, ils sont plus soudés. Donc, ils sont plus stables. Donc, il faut plus d'énergie pour les séparer. Ce qui veut dire que si le nombre est inférieur à ça, ça sera moins stable. Si le nombre est supérieur à ça, ça sera moins stable, à peu près. OK? Ce que ça veut dire. Donc, les noyaux qui ont ces nombres-là, nombre de masse qui approche 60 là, c'est le fer, le nickel, Ni, les CO, je pense, cobalt. Voici ceux qui ont ce nombre, nombre de masse qui approche 60. Voilà. Donc, dans ces cas, qui est stable, l'énergie de liaison par nucléon, vous appelez, voici la formule, elle est toujours là. Pour un seul nucléon, ça sera autour de 8,7 méga-électrovolts. Méga-électrovolts, on a défini électrovolt. Donc, c'est élevé. Ce sont les valeurs les plus élevées. Voilà. Maintenant, pour les noyaux les plus lourds, l'énergie de liaison par nucléon se situe autour de 8. Vous voyez que c'est plus faible que c'est là. OK? Voici un peu un schéma qui explique ça. Par exemple, si vous prenez ici la courbe, est-ce que vous la comprenez?
Ça, c'est énergie de liaison par nucléon. Et L divisé par A. Ça là. Et L divisé par A. Donc, pour un seul nucléon, c'est cet axe-là. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 9, comme ça. Et là, c'est A, c'est le nombre de masses. Donc, chaque point ici, c'est des coordonnées. Si je prends ce point ici, là, c'est-à-dire voici les A et voici l'énergie de liaison par nucléon correspondant. Si je prends ici, vous voyez, fer. Les A, c'est combien? 56. C'est autour de là. Les A, si vous voyez, vous lisez la valeur ici, si vous voulez, par coordonnée. Et c'est déjà écrit ici, F 56. Voyez, c'est ce qui est en haut là qui nous intéresse. Le nombre de masses là, c'est pas ça notre souci. Et le nombre de charges là, des airs là, c'est pas ça notre souci. C'est le nombre de masses qui nous intéresse. Et vous voyez que c'est 56. Et c'est ça qui approche sur les 60. Ça tourne, c'est près de 60. OK? Donc ça, on obtient quoi? Vous voyez que c'est ça qui est au sommet de la courbe. Au top sommet de la courbe. Donc vous allez avoir peut-être le fer ici. Ça, c'est le nickel, peut-être les CO là qui est là. C'est eux qui dominent, qui sont les plus stables. C'est-à-dire que pour arracher un seul de leurs nucléons là, il faut plus d'énergie. Et on vous a dit ici que les liaisons pour là, ça fait autour de 8,7 d'énergie de liaison par nucléon. Donc, vous voyez que ici on est 8, là on est 9. Donc 8,5 sera là. Donc, c'est à peu près ce qu'on a dit, 8,7. C'est ça qui est là. Donc, si vous cherchez ici, l'énergie correspondante, ça fait 8,7 à peu près. Et les plus lourds, là, c'est-à-dire si vous allez comme ça part autour de 8, comme ça. Donc, vous voyez 8 est là, la valeur 8, et vous voyez que ça tourne autour de 8. Vous voyez? Le plomb, c'est là, sont plus lourds. Lui, là, c'est combien? 208 ou bien c'est combien? Voilà. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. J'espère que vous comprenez cette courbe-là. Maintenant, comme on a ça, ça veut dire que la stabilité des noyaux légers, ceux qui sont là, légers, lourds, là, ceux qui sont lourds, ils sont là. Ceux qui sont légers, c'est ceux qui sont là. Voilà. Donc, leur stabilité, là, diminue plus fortement que celle des noyaux lourds. Voici ce que la courbe explique. Voyez lui là, par exemple, HD, ce point-là. Comment il a chuté? Voyez cette courbe ici, là, si vous diminuez, si vous allez dans ce sens, ça chute plus rapidement que si vous êtes dans ce sens. Ici, là, la courbe là est un peu, un peu stable. C'est comme si ça tendait vers 8 ou bien vers 7,50. Voilà. J'espère que vous comprenez. Énergie de liaison par nucléon. Donc, c'est bon, on continue. On garde toujours ça ici. Hein? Donc, ici, on va parler maintenant d'état, d'état d'énergie. Puisque on vous a dit, si on veut arracher, par exemple, un nucléon, si on veut arracher, vous faites l'état du noyau est différent. L'énergie va varier. Non? On vous dit que c'est l'état d'énergie minimale est l'état fondamental. C'est-à-dire, quand l'énergie est le plus bas, au plus bas là, c'est comme si c'était au repos ou quelque chose comme ça. C'est ça, on va appeler énergie fondamentale, donc l'énergie minimale. Donc, entre deux états, donc entre l'état fondamental et
un autre état, il existe une série discontinue d'états possibles d'énergie. Ces états-là, d'énergie-là, on va les appeler quoi? Et les états excités. Et bien sûr, ces états d'énergie-là ont des énergies supérieures à l'énergie fondamentale. Puisque l'énergie fondamentale, là, l'état fondamental, pardon, c'est l'état où l'énergie est au plus bas. Maintenant, les autres états, qu'on va appeler états excités, c'est là où les énergies sont plus bas plus haut que l'énergie, que l'état fondamental. Voici, par exemple, ce qu'on vous donne comme illustration. Et c'est là, on va surtout s'intéresser aux électrons qui tournent autour. Voici notre noyau. OK? Donc, si vous êtes là, cette figure-là, vous voyez ça? Voici le noyau qui est là. Et voici des électrons qui tournent autour. Et au début, je pense que j'avais expliqué, par exemple, vous voyez que c'est l'orbite de cet électron-là est plus petit que l'orbite des cellules. C'est des électrons qui circulent ici. Donc, l'orbite ici est plus proche du noyau après l'autre. Donc, ça, c'est comme à peu près ça, cette représentation-là. On a fait comme ça sur le plan. Donc, ça, c'est un peu une représentation en perspective dans l'espace, ce qui est là. Et là, c'est juste, on a aplati ça. Les cercles que vous voyez là, ce sont les orbites. Donc, si on prend par exemple cet électron-là qui est là, c'est, on va dire que c'est l'énergie, niveau d'énergie fondamentale, c'est le minimum. On n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Maintenant, si le même électron-là, qui est là, on veut l'amener à un niveau donné, c'est comme si on voulait l'arracher. En ce moment, il faut absorption d'énergie. Il absorbe, ça c'est l'énergie. Absorption d'énergie par l'atome. Donc, il absorbe de l'énergie. Pour pouvoir, vous voyez la flèche, l'électron va quitter ces niveaux-là. En réalité, c'est des niveaux même qui ont des numéros. On va dire N1, N2, N3, ainsi de suite là. Donc, si on veut faire quitter l'électron d'ici à là, il faudra apporter de l'énergie pour arracher. OK? Donc, ce niveau, là où c'est au repos le minimum possible, c'est ça on appelle l'état fondamental. Donc, niveau d'énergie fondamentale de deux cas. Si vous êtes là, voilà, le minimum possible, par exemple. Et si vous voulez l'enlever ou l'amener dans un niveau supérieur, vous avez besoin d'apporter. Donc, l'atome là va devoir absorber de l'énergie. Ça demande de l'énergie pour faire ça. Vous devez apporter l'énergie. Par contre, si c'est le sens inverse, c'est lui-même qui dégage de l'énergie en ce moment. Donc, émission d'énergie, d'un quantum d'énergie. Donc là, c'est s'il quitte niveau supérieur pour venir au niveau inférieur. Donc, s'il quitte d'un niveau, s'il quitte loin pour venir, là, il dégage de l'énergie. Donc, voici un peu ça. Le niveau d'énergie, état fondamental, est là. Donc, voici des niveaux, les choses. La droite, l'axe, cet axe-là, l'axe des énergies, voilà, et les différents niveaux. On va dire que celui-là, c'est le niveau ici, là, numéro 1, N1. Donc, si vous voulez quitter ici pour aller à un niveau supérieur, par exemple, on a quitté E0 pour aller à ED, donc il faut absorber, il faut que l'atome absorbe de l'énergie. Par contre, si vous voulez quitter un niveau plus haut pour redescendre en bas,
l'atome va émettre de l'énergie, va fournir de l'énergie. Voilà. Et cet état-là, l'énergie le plus bas là, c'est ça l'état fondamental. Maintenant, les autres états d'énergie là, c'est ça qu'on appelle état excité. État excité, c'est ce qui est expliqué ici. D'accord? Et ça, il n'y a pas trop de calcul là-bas. C'est juste des informations que vous devez retenir. Donc, on vous dit ici, les valeurs de l'énergie d'un noyau ne sont pas donc quelconques, mais varient par bond successif. Donc, ça varie, les valeurs là varient. De façon analogue, quoi. Donc, on dit en ce moment que l'énergie d'un noyau là est quantifiée. Voilà. Je prends un exemple de ça là, pour le cas de l'atome d'hydrogène. Donc, N0 à N1, pardon, c'est-à-dire ici, ce niveau-là. Parce que ça, c'est les niveaux N1, N2, N3, ainsi de suite. À N1, à couche, la première couche, et l'état fondamental. Voici l'énergie qu'il a. Moins 13,6. Donc, si vous allez de façon supérieure, puisque vous devez apporter cette énergie-là. Donc, c'est l'énergie totale qu'il a. Pour arracher, voici ce qu'il faut amener. Pour arriver ici, voici ce qu'il faut. Donc, l'état fondamental est là, les états excités est là. Et si vous arrivez carrément à éloigner à l'infini, à éloigner carrément les trucs, à séparer complètement, là, c'est état ionisé. État ionisé, on vous a donné une définition des ions. Atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, si l'électron est complètement arraché à plus l'infini, donc ça veut dire que c'est état ionisé. Vous êtes arrivé à ioniser votre atome là. Donc, de même façon aussi, pour les noyaux, voilà. Donc, l'énergie n'est pas, c'est des trucs qui varient quoi, par bond successif. C'est ce qu'on vous dit. Donc, retenez seulement que l'énergie minimale là, c'est l'énergie qui correspond à l'état fondamental. Ou bien l'état fondamental, c'est l'état qui correspond à l'état où on a les minimums d'énergie. Et les autres états sont des états excités. Voilà, états excités. Je pense que c'est tout. Et on va faire juste un petit exercice d'application. On vous dit que l'énergie de liaison du nucléoïde F56, je pense que ça doit être Fe. 56-26 là, c'est le fer Fe. F56-26. L'énergie de liaison, on n'a pas dit l'énergie de liaison par nucléon. On est d'accord? Donc, c'est les EL. Bon, on met 1 ici. Voici la valeur. 492,24 mégaélectronvolts. Donc, pour le cas du carbone, non, ça peut pas être carbone, ça. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, c'est le CE, pardon, c'est le cérium. Fe et puis Ce. Pour les Fe là, l'énergie de liaison, c'est 492,24 mégaélectronvolts. Et pour les cérium là, Ce là, CE 142. L'énergie de liaison est LD, 1199,9 mégaélectronvolts. Donc, on vous demande d'abord en petit temps de définir c'est quoi l'énergie de liaison par nucléon. Donc, par nucléon cette fois-ci. Et après, on vous demande de calculer l'énergie de liaison par nucléon de ces deux nucléoïdes. Voilà. Quel est le nucléoïde le plus stable? Donc, si vous connaissez le nombre de nucléoïdes, le nombre de nucléons, et vous connaissez l'énergie de liaison totale, vous pouvez connaître facilement l'énergie de liaison par nucléon. Donc, l'énergie de liaison d'abord, par nucléon, comme définition, c'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour expulser ou pour arracher un seul nucléon. D'accord? Et l'énergie, pour avoir l'énergie de liaison par nucléon, donc, on prend l'énergie de liaison totale là, divisé par le nombre de nucléons. Ici, le nombre de nucléons, on vous a dit que c'est le nombre de masses. Ici, c'est 56. Ici, c'est 142.
OK? Donc, et pour les premiers là, c'est-à-dire les fer, donc énergie de liaison 492,24 là, divisé par le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre total des nucléons, 56, ça fait 8,79. Si vous vous rappelez, c'est à peu près ça, on a eu sur notre courbe là. Voilà. Et l'autre, 100, 1199,9 divisé par 142, le nombre de nucléons, ça fait donc 8,45. Donc, évidemment, c'est celui-là, et d'ailleurs, on a dit, hein, ceux qui ont le nombre de masse qui approche 60, c'est ceux qui sont les plus stables. Donc, c'est eux qui ont plus l'énergie de liaison par nucléon plus élevée. Par liaison, hein, on n'a pas dit l'énergie de liaison tout simple. Et par nucléon, pardon. On n'a pas dit l'énergie de liaison tout simple. L'énergie de liaison par nucléon. Donc, si vous comparez les deux énergies de liaison, évidemment, lui, là, est plus grand. Cette énergie-là, elle est plus grande. Mais si vous référez à l'énergie de liaison par nucléon, là, c'est au niveau du fer, là, que c'est plus résistant. Voilà. Donc, le nucléoïde Fe56, là, elle est plus stable, car son énergie de liaison par nucléon est 8,7 mégaélectronvolts à peu près. Donc, je pense que c'est tout. Et on va arrêter là. Merci beaucoup.